Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'OM Talking Geneva, votre rendez-vous de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, AOM Nation Genève. Nous allons revenir sur le match de Lens avec un tandem de coach qui n'était pas prévu et qui a été à l'honneur. Un 4-4-2 expérimental menant à un nul logique. Finalement, y a-t-il un grand attaquant à l'OM avec ce premier but de Milik? Quel coach pour l'OM pour prendre la succession d'AVB? Dimanche, il y a un classico, et oui, on avait tendance à l'oublier, OM PSG. Les joueurs en bref, le jeu des pronos, le dossier de la semaine consacré aux finales européennes et en dernière partie d'émission, les questions à notre invité du jour que vous allez découvrir dans quelques instants. Pour m'accompagner, l'équipe du OM Talking Geneva, le trio magique, Raph, Richard et Christopher sont avec moi. Salut à vous, messieurs. Salut à vous. J'espère que vous allez bien. Et pour nous accompagner, les gars, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir avant tout un très très grand connaisseur du football. Il a longtemps été sur les terrains avec un certain Roland Courbis qui l'a accompagné dans de nombreuses missions, mais c'est également un grand passionné de l'OM car il commente, il analyse énormément de matchs pour le Phocéen, France Bleu Provence ou encore Maritima. Je veux parler bien sûr de Jacques Bail qui est avec nous ce soir. Salut Jacques. Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être avec vous ce soir, franchement. Merci beaucoup en tout cas Jacques d'avoir accepté notre invitation qui nous touche énormément. On a hâte d'entendre tout votre ressenti, vos analyses sur la situation actuelle. Alors on va tout d'abord résumer brièvement les événements de ces derniers jours. Samedi dernier, il y a eu des incidents à la commanderie avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Alors ça a été partout dans le monde dur pour tous les supporters de voir l'état actuel des choses. Ça a été dur pour les joueurs, dur pour le club. Et 2 jours plus tard, André Villas-Boas annonce en conférence de presse sa démission. Puis ça sera finalement une mise à pied. Encore une fois, ça a été une succession d'événements lourds pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous à l'unanimité choqués. L'équipe du OM Talking Geneva se joint à moi, évidemment, et c'est avec le cœur lourd et une certaine tristesse qu'il va falloir continuer à lever la tête ces prochains jours en vous précisant que nous sommes avant tout une émission de supporters marseillais, que nous voulons parler ballon et football, et tout ce qui est politique ne nous intéresse pas. Donc du coup, j'en viens à ce match contre Lens. L'OM se rend à Bollaert après toutes ces péripéties. On se demande dans quel état étaient les joueurs. On y reviendra plus tard, bien sûr. On va se pencher avec toi, Chris, d'abord sur un staff inédit qui a été composé dans l'urgence avec un tandem Nasser Larguet et Andiani, accompagné, rappelons-le, de Maxence Flanchez et de Laurent Spinozzi qui faisait son comeback. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il a fallu trouver quelqu'un en urgence pour remplacer AVB. Ce quelqu'un, c'est un duo entre Nasser Larguet, directeur du centre de formation, et Philippe Anziani, qui entraîne la réserve en National 2, essentiellement. Il fallait en effet trouver en interne des entraîneurs ayant les diplômes pour pouvoir être sur un banc de Ligue 1. C'était tout le souci parce qu'il a fallu vraiment qu'ils aient cherché tous les. Qui c'est qui a le diplôme ici? Et puis voilà. Donc ils ont pris les deux en fait qui pouvaient vraiment s'occuper de ça en urgence. Et il faut dire qu'à très court terme, c'était l'unique possibilité pour l'OM pour simplement faire un match. Et donc avoir quelqu'un sur le banc pour ce match, comme nous avons eu le cas mercredi soir. Alors, on va rappeler le contexte. Nasser et son staff sont arrivés, ont eu très peu de temps pour préparer. Donc, dans l'urgence, ils ont dû un peu remobiliser les troupes. Et ils ont eu un discours au final qui est assez simple, c'est de revenir à la base, de revenir au fondamental. C'est un peu ce qu'a dit Florian Thauvin à la mi-temps du match sur Téléfoot. Oui, tout à fait. Larguet, c'était son discours. C'est-à-dire, voilà, vous devez revenir aux fondamentaux. Et effectivement, on a vu l'OM jouer très simple vers l'avant. Déjà, donc ça, c'était pas mal. Et ça la partait de la récupération. C'était basique, finalement. Ça la partait de la récupération de Bouba Camara ou de notre milieu de terrain Alvaro. Voilà. Qui passait tout bêtement à Payet et à Thauvin, qui eux-mêmes, en fait, recherchaient à combiner avec Milik. Voilà, simple, basique, mais
efficace, au moins pour la première mi-temps. Il est à noter que Nasser avait tout à fait conscience de la possibilité d'une grosse baisse physique en deuxième mi-temps, car elle savait l'équipe très affectée émotionnellement. Or, émotionnel et physique, on le sait, sont très liés. Et oui, il a trouvé l'équipe usée, surtout physiquement et mentalement en deuxième mi-temps. Donc, Raph, je crois que tu veux déjà réagir à ceci. Oui, alors il faut déjà aussi situer le contexte par rapport à ces deux coachs, enfin, ce tandem Nasser Larguet et Philippe Anziani. Nasser Larguet, c'est son premier match en tant que coach d'une équipe première depuis 2004. Et là, c'était le banc du Havre et c'était pour l'équipe réserve. Donc, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas entraîné. Et donc, lui était plus sur l'aspect psychologique des joueurs. Et Philippe Anziani aussi, pour lui, c'était une totale découverte cette semaine. C'était la découverte de la Ligue 1 et c'était sa première expérience en tant que professionnel, avec des professionnels depuis 2011 et c'était avec le FC Nantes qui à l'époque était en Ligue 2. Et voilà, lui, c'est davantage occupé de jeunes. Et il faut aussi souligner que Nasser Larguet et Philippe Anziani seront aussi présents pour le Classico. Alors, merci Raph. Jacques, Nasser et tout son staff n'ont pas vraiment eu beaucoup de temps pour préparer ce match. Finalement, l'OM ramène un point. Qu'as-tu pensé tout simplement de ce tandem qui était vraiment un tandem de coach inattendu, mais au final, l'OM a puisé dans ses ressources pour une solution interne? D'abord, premièrement, c'était un tandem inattendu. Malheureusement, il n'y avait que eux pour prendre la relève parce qu'il fallait un diplôme. Il n'y avait que Nasser qui avait le diplôme. Après, ce n'est pas des entraîneurs, c'est des accompagnateurs. Ce n'est pas eux qui ont fait quoi que ce soit en 24 heures. Hein. Ils ont fait qu'accompagner les joueurs, des discussions évidemment, mais sur les schémas de jeu, oui, on va mettre Alvaro plutôt que Perrin. Oui, peut-être là-dessus. Pour le reste, après, malheureusement, ils ont fait avec ce qu'ils avaient parce qu'il y avait quand même Kawi, Amavi, Cuisance, Gay, Rongier qui n'étaient pas là. Donc, les choix, ils étaient faciles. Ça sera un petit peu différent contre Paris Saint-Germain parce que là, il va falloir faire des choix. Et c'est là qu'on va voir vraiment où ils vont avoir un pouvoir décisionnaire. Parce que jusqu'à présent, là, ils ont fait que mettre des joueurs en place et c'est tout parce que le banc, il n'y en avait pas. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et c'est là qu'il va y avoir des problèmes parce qu'ils n'ont aucun crédit, aucune crédibilité vis-à-vis des joueurs parce qu'ils savent très bien les joueurs qui ne vont pas rester. Et donc, quand tu es dans ce cas-là, comment tu veux respecter l'entraîneur? C'est vraiment une situation rocambolesque. C'est vraiment l'image. Moi, j'ai pris l'image sur Maritima, c'est Beyrouth. Tu dis qu'ils n'ont aucune crédibilité. Est-ce que tu penses qu'ils ont quand même pu amener un certain discours pour peut-être légèrement rebooster certains d'entre eux ou leur redonner une toute petite confiance, peut-être même le temps d'un match? C'est pas suffisant. Je pense pas que, tu sais, quand tu t'appelles Mandanda, quand tu t'appelles Florian Thauvin, que tu es champion du monde, hein, même s'ils ont très peu joué, ils sont champions du monde. Dimitri Payet qui a un parcours exceptionnel et surtout un caractère exceptionnel. Quand tu t'appelles Milik, que tu viens de Naples et que tu as le responsable du centre de formation avec toutes les qualités qu'il a, il n'y a pas de souci pour le centre de formation, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais concernant les qualités de pouvoir gérer ce groupe-là, c'est très difficile. C'est trop difficile. Après, je voulais revenir, évidemment, qu'on est revenu sur des choses simples et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand il n'y a rien qui va, au lieu d'inventer des choses, on revient sur les fondamentaux et on fait des choses simplement. Récupérons le ballon, essayons de le donner proprement. On a la chance d'avoir un bon numéro 9. Voilà ce que je pense, le discours sur quoi il s'est axé. Alors, très bien. Tu nous dis de revenir sur des choses simples. On va du coup directement passer à la deuxième partie. Ils sont revenus sur un schéma de jeu classique, le 4-4-2, finalement assez expérimental, mais qui a mené à un match nul au final. Alors, la composition, on est d'accord, la composition de départ a été un 4-4-2, mais ça c'est pas vraiment été le cas tout le match, par contre. Oui, c'est là où où il y a cette subtilité du 4-4-2, c'est que on peut se retrouver très vite en 4-2-4. Et ça a été le cas en première mi-temps, où on avait vraiment quatre offensifs qui étaient Payet, Thauvin, Milik et puis Germain. Et puis je trouvais que le bloc était un peu coupé en deux. Alors qu'en deuxième mi-temps, Payet et Thauvin, qui étaient un peu plus émoussés physiquement, faisaient moins les efforts. Et du coup, là, on avait un vrai 4-4-2.
Mais là où c'était compliqué, c'est que Thauvin et Payet ne sont pas des milieux de côté, mais bien des ailiers. Et là, c'est là où c'est très différent. On va passer la parole à Jacques qui voulait réagir. Ouais, ce qu'il faut, je vais essayer de vous expliquer modestement. Il y a les systèmes de jeu, le 4-4-2, 3-5-2, appelez-le comme vous voulez. On va le schématiser, le faire beaucoup plus simple. Vous allez couper le terrain en trois. Le terrain en trois, dans la largeur, vous avez une phase défensive, une phase de construction et une phase de finition. D'accord? Quand on parle de phase de construction, dans ce milieu-là, hier, il n'y avait personne qui était capable de faire de la construction. Dans ce domaine, on avait à l'époque Morgan Sanson qui était capable de construire, Valentin Rongier qui avait des capacités de construire. Hier, on n'avait personne qui était capable de construire, sachant que, comme disait notre ami, les deux, que ce soit Payet et Thauvin, ils avaient ordre d'être sur les côtés. Donc, on s'est retrouvé avec un milieu totalement abandonné. Et on a eu la chance d'avoir Alvaro qui devient passeur décisif sur les deux buts que nous mettons. Donc, si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un système, un positionnement, un 4-4-2, un 3-5-2, il y a toujours un mécanisme à l'intérieur qui est fait par l'entraîneur. Dans les phases offensives ou dans les phases défensives, c'est totalement différent. Le qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Quand est-ce qu'on fait le pressing, qui fait le pressing, qui déclenche le pressing. Tout ça, ce sont des choses qui sont faites au fil du temps par des automatismes. Mais là, hier soir, il y avait juste urgence à ne pas prendre de but. On n'a pas construit. On disait, bon, on avait le ballon, on essayait de le lancer le mieux possible devant pour que nos attaquants fassent le travail. Et tant bien que mal, ça a marché. Voilà, ça a marché un certain temps. Ok, merci. Alors, chers amis d'Instagram, je vous rappelle que la première partie de cette émission est terminée. Rejoignez-nous sur YouTube si vous voulez voir la suite de cette émission. Nous sommes avec Jacques Bail. Raph, nous venons d'entendre une analyse d'un technicien, d'un vrai technicien qui est Jacques. Est-ce que pour toi, le 4-4-2 pourrait être un système gagnant à l'OM pour la suite? Alors, je pense que vu de ce qui s'est passé pendant ce mercato, je pense que ça va être un système qu'il va falloir prolonger, du moins tant qu'on n'a pas de nouveau coach, parce que ça a l'air d'être un système que maîtrise Nasser Larguet et puis son collègue. Mais je trouve déjà qu'on n'a pas assez de monde au milieu de terrain, pas au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif. On n'a pas assez de joueurs qui peuvent construire, comme l'a dit Jacques pour, par exemple, un Morgan Sanson. Je trouve qu'on n'a pas assez de milieu pour faire un vrai 4-3-3 avec un milieu défensif et deux qui sont capables un peu de faire les efforts, comme était très complémentaire Valentin Rongier et Morgan Sanson. Mais j'ai trouvé hier soir quand même que c'était assez prometteur parce que j'ai remarqué quand même dans le 4-4-2, il y a des besoins de complémentarité. Entre les deux attaquants, j'ai trouvé, alors après, c'est sûr, on part de très loin comparé aux autres matchs. Mais entre Milik et Germain, il commençait quand même à avoir une bonne complicité. Dans ce 4-4-2, je trouve que les deux, là où c'est le plus important qu'il y ait de la complicité, c'est sur les côtés. Entre, par exemple, Thauvin et Lirola. On sent qu'il y a quand même une connexion qui commence à se faire. Ça ne va pas se faire de suite. Par contre, là où je trouve que c'est très compliqué, c'est le côté gauche, Dimitri Payet et Hiroki Sakai. Alors Sakai, on ne va pas lui reprocher le fait qu'ils soient impliqués, mais enfin, les deux sont pas faits pour jouer ensemble. Sakai ne monte pas assez de manière offensive et Dimitri ne descend pas assez de manière défensive. Donc je pense que le 4-4-2, on peut faire bonne chose, mais il faut vraiment régler ce problème pour moi qui est essentiel du côté gauche. Le côté gauche est infernal à l'OM. On ressent aucune envie. Hier, Dimitri, je l'ai senti très faible physiquement. Au bout de 60 minutes, on ne l'a plus vu. J'étais même très étonné de le voir sortir, de voir Thauvin sortir plutôt que Payet. Jacques, ce côté gauche que Raph parle, il t'inquiète aussi? Il m'inquiète. Malheureusement, on a Jordan Amavi qui a de gros soucis. Il a du mal à revenir. On avait Gradonjic qui pouvait occuper ce couloir-là. Moi, ce que je peux reprocher à Villas-Boas, c'est que c'est un entraîneur que j'ai énormément défendu, mais le fait de mettre Dimitri Payet sur ce côté gauche, ça a été nullissime parce qu'il n'a pas les capacités physiques pour pouvoir occuper ce couloir-là. Le peu de fois où on a fait un 4-4-2 en losange et quand Dimitri Payet est en poste de
faux numéro 9, de 10, appelle-le comme tu veux. Derrière l'attaquant, il a quand même les capacités, les bonnes passes, le bon dosage de passes pour pouvoir donner un bon ballon dans l'axe. Parce qu'avec ces deux joueurs faux pieds que nous avons, c'est-à-dire Dimitri Payet à gauche et Florian Thauvin à droite, eh bien, on n'a jamais de centre, évidemment, parce qu'ils ne sont pas sur leur bon pied. Ce sont des joueurs qui vont recouper dans l'axe, ou, tu vois, essayer de faire un enroulé pour pouvoir marquer, mais on a très peu de centres. Et si en plus tes deux latéraux, ils ne centrent jamais, moi, je ne peux pas en vouloir au numéro 9 parce qu'ils n'ont jamais de ballon. Alors, justement, le numéro 9, il est avec toi, Richard. On va en parler tout de suite du grand attaquant. Oui, Milik a marqué son premier but. avec Milic, on a des possibilités parce qu'on a vu que c'est un véritable renard des surfaces. Une passe décisive qui donne quasiment un but à Thauvin. S'il décroise, c'est le but assuré. Bon, il a raté. Et voilà, donc il y a un grand motif d'espoir. À mon avis, il va réussir devant. Et on voit que on a pris un grand attaquant. Je voudrais tirer mon coup de chapeau à Longoria qui a fait un exploit parce qu'en 3 ans, on n'est pas arrivé à voir ça. Et là, aujourd'hui, on a Milic. Donc, c'est très, très bien. Merci Richard. Jacques, tu es assez optimiste quand même avec Milic. C'est quand même un nom. Il a un CV. Il a les épaules probablement pour réussir dans un club comme l'OM. Mais j'ai vu dans ce match-là, j'ai vu un joueur qui pèse sur les défenses adverses. Alors, il pèse par son regard, par son envie, par sa passion. C'est un Polonais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un Polonais quand on était à Rennes. Il s'appelait Krosicki. C'est des joueurs généreux sur le terrain. Et ça triche pas, les Polonais. Et je n'ai pas l'impression que ce soit un tricheur. Donc, si tu veux, ça occupe les défenses adverses. Et tu as vu que la seule occasion qu'il a eue, il a su la mettre au fond. Parce que si tu vois les occasions qu'on a eues en deuxième mi-temps, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Benedetto, je ne sais pas s'il aurait mis le pied ou s'il aurait été à l'endroit que Milik était hier soir. C'est un renard de surface. Et après, je prône toujours en disant, essayez, en tant que numéro 9, de ne pas faire des efforts inutiles. Pourquoi ? Pour pouvoir garder de la lucidité. Quand tu es un numéro 9, il faut que tu aies cet œil du tigre, cet œil du jaguar. Et avoir, dès la moindre occasion, de pouvoir mettre le ballon au fond. Et donc, pour ça, il faut être lucide. Il ne faut pas faire de courses qui ne servent à rien, comme fait Benedetto. Et quand il a la possibilité de marquer un but, il est fatigué, il n'a plus de lucidité. Donc voilà, je pense que lui, il est en capacité de marquer des buts plus souvent que Benedetto. Ok, Richard. Oui, juste, bon, on vient de voir que ça reste donc un grand motif d'espoir, Milic. Mais moi, ce que j'aimerais bien voir, il l'a mis avec Germain. Benedetto est quelqu'un qui décroche beaucoup, donc justement parce qu'il a ses courses et qui peut aller chercher des ballons et après les donner à Milic dans le trou ou en pivot, vous savez, avec les 1-2. Moi, j'aimerais bien voir ça parce que Benedetto, il se dépense beaucoup et il se bat beaucoup quand même, quelque part, même s'il manque d'efficacité en pointe. Par contre, en 4-4-2, avec Milic en pointe juste devant lui et tourner autour, ça pourrait être intéressant. On parle de Germain pour faire ça, mais peut-être que Benedetto, il peut apporter quelque chose d'efficace aussi à ce niveau-là. Oui, alors, Jacques. Tout à fait. Je rejoins Richard. Je pense que Benedetto peut apporter beaucoup plus que ce qu'a apporté Valère Germain. Après, moi, je prône le fait qu'on n'est pas obligé de faire jouer 90 minutes un joueur. C'est pas parce que tu es numéro 12 ou numéro 13 que c'est forcément, il y a une équipe de départ. Et tu sais, je m'excuse d'être long, mais j'essaie de vous expliquer ma façon de voir et de penser, les gars. C'est par exemple, tu as une équipe, tu as l'expression on ne change pas une équipe qui gagne. Ok. Donc tu commences avec ton 11 de départ, tu fais 3 changements et à la mi-temps, tu étais 0-0 et tu gagnes 2-0. Mais tu gagnes 2-0 parce que tu as fait les 3 changements. Donc la fois d'après, tu fais quoi ? Tu recommences avec l'équipe qui a marqué qui dans la deuxième mi-temps ou tu recommences avec ton équipe qui a commencé la première mi-temps. Donc le football est tellement compliqué, il faut aussi pouvoir s'adapter à l'adversaire parce qu'un système de jeu, il peut être bon avec un adversaire et pas avec un autre parce qu'il y a des entraîneurs aussi, il faut que vous sachiez, c'est que on a, nous, en tant qu'entraîneur avec Roland, des fois tu commences avec un système
et au bout de 5 minutes, tu fais un signe et le système change pour un peu désorganiser l'adversaire et parce qu'il pensait que tu allais être un 4-4-2 et au bout de 5 minutes, tu le changes. Et c'est ce qui s'est passé hier soir à Lens. En deuxième mi-temps, ils ont changé de système. Mais par contre, Nasser Largué s'en est pas rendu compte. Et donc, Valère Germain est venu le voir, lui disant attention, ils ont changé de système. Donc, tu vois que l'entraîneur, c'est quand même important. Et je trouve que là, ils ont été légers. Exactement. On a vu cette conversation que Germain en deuxième mi-temps avec Nasser Largué, pardon, exactement, Jacques. Alors, on parle de Nasser Largué. On va justement parler de quel coach pour l'OM. Donc, on rappelle que André Villas-Boas est mis à pied depuis mardi. Donc, on va faire déjà un petit point de la situation des rumeurs avec toi, Christopher. Est-ce que tu peux nous faire une petite mise à jour, un update un peu de toutes ces rumeurs sur son remplaçant? Oui, alors j'ai 11 noms à vous donner. Alors, Jacques, je vous invite déjà à écouter les noms que je vais dire et que j'ai tout simplement trouvés sur les réseaux sociaux. Alors, c'est des sources, comment dire, pas complètement folles, hein, tout celles que j'ai trouvées. Effectivement, d'ailleurs, c'est assez logique parce qu'il y a beaucoup de noms, vous verrez, c'est un peu des serpents de mer en fait qu'on revoit en fait à chaque fois qu'on est en recherche de nouveaux coachs. Et puis voilà, peut-être que vous, Jacques, vous trouverez là-dedans peut-être votre préféré. Donc voilà. Alors, je vais les dire dans l'ordre que ces noms sont arrivés en fait quand AVB a démissionné, d'accord? Parce que très rapidement, dès qu'AVB a démissionné, on a très rapidement commencé déjà à avoir quelques rumeurs via quelques sources. Alors, la première rumeur qui est arrivée, c'est Jardim, voilà, donc ancien coach de Monaco. Après, il y a Sarri. Alors, cette rumeur-là, malheureusement, elle est tombée à l'eau parce qu'après, on a appris que Sarri ne voulait pas prendre de club en cours de saison. Alors, on ne sait pas si c'est parce que c'était pour poliment dire non à l'OM. Mais bon, toujours est-il qu'Apori il aurait dit non aux sollicitations que l'OM lui aurait faites. Après, il y a Hop Suisse, Favre. Donc, Favre, pareil, il aurait aussi été contacté, il aurait aussi dit non pour la même raison, poliment, je ne sais pas toujours, mais toujours est-il qu'il aurait dit non aussi pour la même raison que c'était en cours de saison, qu'il refusait de prendre une équipe en cours de saison. Ensuite, on arrive avec Rafa Benitez. Voilà, alors lui, c'est justement dans les serpents de mer. Lui, à chaque nouveau mercato pour entraîneur, on le revoit venir. Encore un autre aussi qui arrive, Queiroz. Voilà, donc lui, c'est pareil aussi. Après, ouais, un petit nouveau, celui-là, on ne l'avait pas encore vu arriver, je crois, c'est Moreno. Alors après l'expérience à Monaco, je ne sais pas si vraiment les supporters seraient très contents de le voir arriver en Ligue 1 chez nous. Bon, après une autre légende, Allegri. Là, lui, j'aimerais bien. Mais bon, il doit coûter un peu cher, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, la rumeur, on l'a vu apparaître et puis elle a disparu assez rapidement aussi. Donc bon. Autre grosse rumeur, c'est Habib Beye. Et Habib Beye, d'ailleurs, il a été sélectionné notamment par l'équipe comme étant un entraîneur potentiel. Il a répondu dans un tweet en disant qu'il était plutôt intéressé, qu'il était même honoré déjà d'être dans cette liste. Alors, je ne savais même pas, d'ailleurs, a priori, il est en train de passer ses diplômes d'entraîneur, là, justement, d'ailleurs, en ce moment. Donc, voilà, ça pourrait peut-être bien tomber, je ne sais pas. Après, nous arrivons 9e, Sampaoli. Et effectivement, alors, il y a encore 2 entraîneurs, les 2 derniers, c'était ceux d'aujourd'hui, d'ailleurs. Il y en a un ce matin qui est sorti, c'est Abel Ferrara. Voilà. Je crois, Raph, tu as quelque chose à dire sur cette rumeur, il me semble. Oui, ça a été très vite. Voilà, cette rumeur s'est très vite éteinte parce que Palmeiras, le club où il est, ne souhaite pas se libérer de son entraîneur et sa clause libératoire est à 1 million. Ah oui, d'accord, effectivement. Et puis enfin, le dernier, alors ça c'était il y a 2 heures de ça, on n'a pas encore eu le temps vraiment de travailler dessus, c'est Walter Mazzari, qui je crois joue au Torino, qui entraîne je crois au Torino, et qui est entraîné il me semble aussi à Naples. Voilà, pour faire le tour de tout ce qu'on a relevé, en tout cas, c'est cette liste-là. Alors, Sampaoli, justement, c'est Raph Oui. qui va nous parler de Sampaoli. Okay. Et donc, pour en revenir à Sampaoli, oui, c'est un profil qui monte énormément en flèche. Il était déjà là quand on parlait du départ de Mitchell en 2016. Donc, on est habitué à le voir. Alors, Sampaoli, Raph, est-ce que avec Sampaoli, c'est un petit peu, on va dire, quelque chose qui ressemblerait à un profil qui ressemblerait à Marcelo Bielsa? Est-ce qu'on se redirigerait pas, vers un Marcelo Bielsa 2 avec lui? Alors, beaucoup de similitudes entre les deux quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes dans la volonté de porter le jeu sur l'offensive et aussi sur les personnages
qu'il est. Mais Sampaoli est quand même plus extraverti que Marcelo Bielsa. Mais ce que j'ai voulu voir, c'était les différents systèmes de jeu qu'il aime bien utiliser. Donc là, on retrouve déjà le 4-4-2, qui n'est pas son système préférentiel. Il y a le 4-3-3 aussi, le 4-2-3-1, et enfin le 3-3-1-3, qui est un système, quand on le voit, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et finalement, c'est un truc qui est très réfléchi. Alors, il l'a utilisé cet été, enfin non, il y a 2 ans, lors de la Coupe du Monde 2018. Et en regardant ce système, il y a beaucoup de choses qu'on peut observer et qu'on pourrait potentiellement transmettre à l'OM. Première chose, c'est que déjà, on demande à l'OM d'avoir la possession, ce qui est, je pense, tout à fait possible avec les joueurs qu'on a. On doit avoir des joueurs assez forts techniquement pour garder le ballon. Ensuite, donc on part très clairement sur 3 défenseurs centraux. Ça, on les a, il n'y a pas de problème. Ce serait du coup Alvaro González, Douye Chaitatsar et Balerdi. Au milieu, ce serait une sentinelle qui serait Boubacar Kamara, parce qu'il est très bon là-dedans. Et à ce même niveau, on mettrait 2 défenseurs latéraux qui seraient assez hauts, 2 pistons qui seraient Amavi à gauche et Lirola à droite. Et ensuite, on monterait un cran au-dessus pour avoir Dimitri Payet en numéro 10, un peu en électron libre. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit voir Dimitri Payet, pas sur un côté parce qu'il n'a plus le physique pour faire tous les efforts pendant tout un match, mais en milieu créatif, je le verrais bien. Et ensuite, il y aurait deux ailiers. Donc là, Florian Thauvin à droite, bien évidemment. Et à gauche, pourquoi pas tenter Luis Enrique, parce qu'il est là, autant l'utiliser. Ou même le jeune Tongia, qui est quand même pas mal. Et en pointe, Milic. Et ce qu'il y a, c'est que ce jeu nécessite quand même beaucoup de largeur. Et je pense que beaucoup de personnes ont critiqué son jeu avec l'Argentine, mais je tiens juste à préciser qu'en fait, quand il a utilisé ce système pendant la Coupe du Monde, il avait sur cette ligne en dessous de l'attaquant, avec le numéro 10 et les 2 ailiers, il avait Dybala, Di Maria et Messi. Or, ces 3 joueurs adorent aller vers l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas le développer. Et du coup, en faisant ça à l'OM, en utilisant ces joueurs, ça pourrait éventuellement marcher. Mais après, voilà. Et après, le petit côté un peu plus mystique qu'il peut y avoir l'OM, c'est qu'il a une grinta folle. Et Samir Nasri, dans un live, il n'y a pas très longtemps, le décrivait comme un fou furieux, mais avec qui il avait eu une excellente relation et qui savait pousser les joueurs. Ok, merci Raph. Alors Jacques, on vient d'énumérer beaucoup de coachs à l'OM, de futurs coachs potentiels. Est-ce qu'il y en a un qui, pour vous, vous attirerait plus que d'autres? On a beaucoup parlé de Sampaoli, qui en ce moment est la rumeur chaude. Alors, moi, pour l'instant, dans cette liste, j'ai personne qui me fait rêver. Même si Lucien Favre, il garde quand même en France, j'ai adoré ce qu'il a fait à Nice. C'était pour moi un bon entraîneur. Et je ne pense pas qu'il ait aujourd'hui les épaules pour venir à l'OM. Quand je dis les épaules, c'est la pression qui est énorme. Et je trouve que c'est un monsieur qui est quand même assez fragile à ce niveau-là. Moi, je prends qu'actuellement, là, on est en train de prendre des gens qui sont libres. On va avoir des entraîneurs libres au mois de juin. Pourquoi se précipiter? Prenons un entraîneur pour les 4 mois qui restent et après, ça nous laisse pendant ces 4 mois le temps de chercher un nouvel entraîneur. Quand on me parle d'Habib Beye, j'adore Habib, il n'y a pas de souci. Mais vous pensez qu'Habib Beye, on va y donner pour son premier club, il n'a jamais entraîné, il n'a pas les diplômes et on va y donner l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas, après le traiter de débutant, il débute. Donc, c'est compliqué. Quand on me parle de Jardim, j'ai envie et je souhaite de tout cœur avoir un entraîneur qui parle français. Nous, on a été en Algérie avec Roland et je sais très bien que la communication sur des entraîneurs comme Roland, c'est important. C'est-à-dire que pour la motivation, pour les causeries, pour les explications vidéo, quand tu mets de la tonalité, mais si la tonalité, elle est retranscrite par un traducteur, le message n'est plus du tout le même. Donc, ça n'a aucun rapport. J'ai envie d'avoir un Français, quelqu'un qui s'exprime en français. N'oubliez pas une chose, les gars. Excusez-moi d'être long, mais je préfère vous donner toutes les explications. Vous avez dans cette équipe, vous avez un Japonais, un Chinois, un Croate, un Polonais, un Tchécoslovaque. Si en plus on rajoute là-dedans un entraîneur qui ne parle pas français, ne venez pas me dire après, ils ne se parlent pas. Ils ne peuvent pas se parler, il n'y a personne qui se comprend. C'est pas possible.
Donc, il faut arrêter, il faut comprendre que dans le vestiaire, on a besoin d'osmose. Si après là-dessus, vous y rajoutez l'âge qui fait des différences. Moi, je l'ai vécu dans le vestiaire. Par exemple, un Ousmane Dembélé qu'on avait à Rennes qui avait 18 ans et un Sylvain Armand qui avait 32, 33 ans, Gourcuff qui avait 34 ans. C'est pas pareil. Il y a déjà des barrières. Après, il y a les salaires qui divisent les joueurs. Donc, tout ça, si en plus il y a la langue, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un effectif complet. Voilà. C'est très juste parce qu'on se souvient que quand l'OM avait recruté Villas-Boas, il voulait un entraîneur qui parlait français et Villas-Boas parlait très très bien français. Christopher, je voudrais revenir vers toi parce que tu n'as pas pu finir. Oui, alors tout d'abord, je ne peux que donner raison à Jacques là-dessus. D'ailleurs, moi, je suis super surpris, effectivement, des noms que j'ai vus un peu en rumeur, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup là-dedans qui parlent français. Et d'ailleurs, quand on a discuté entre nous, c'est parce qu'on a, sur le groupe de supporters, on a un groupe WhatsApp, où on est une centaine à tout à discuter. La première chose qu'on se disait, c'était que normalement, la personne qui sera choisie devrait être francophone. D'autant plus que Hérault n'arrête pas de dire qu'il fallait forcément en fait, des gens francophones, qu'il a tapé sur les doigts, on le sait, à certains joueurs comme Radonjic parce qu'il n'avait pas appris suffisamment le français. Donc c'est vrai que c'est extrêmement surprenant cette histoire de voir autant d'entraîneurs non francophones. D'ailleurs, le premier, par exemple, Sarri, j'étais le premier aussi en être étonné également. Alors, l'actualité, c'est également au MPG. Dimanche, il y a un classico. On a tendance à l'oublier avec cette ambiance un peu glauque. Mais c'est un des matchs les plus importants de la saison. Oui, Raph? Oui, petite info qui est tombée il n'y a pas très longtemps. Donc le Classico se déroulera sur Canal+, qui en parallèle a récupéré tous les droits de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Oui, information qui est tombée aujourd'hui, oui, effectivement. Richard, on va parler avec toi du Classico. Comment tu penses comment on va aborder ce match? Est-ce qu'on va jouer ce match? Tu penses que les joueurs vont jouer vraiment pour le gagner? Vous êtes sûr qu'il y a un classico? Parce que là, oui, c'est ce que je disais, on a tendance à l'oublier. Je me pose la question vraiment, parce que là, ouais. Je ne sais plus si on peut parler de classico dans les conditions en plus actuelles, ou comme le dit Jacques, c'est Beyrouth en ce moment à Marseille. J'ai peur de voir le classique 0, pas le classico là cette fois-ci. Et bon, voilà, alors après, dans des cas comme ça et dans l'histoire de l'OM, on a souvent vu que dans des cas de crise, bon, ben, c'est dans ces moments-là que l'équipe se réveille. Donc, c'est notre seul espoir. Que ça passe à Canal+, c'est vraiment très intéressant. Seulement, j'ai peur qu'on soit ridicule. Voilà, d'autant plus si on fait une très belle première mi-temps ou la moitié d'une bonne première mi-temps et puis qu'après, on s'en prend 4 derrière. J'ai pas envie de voir ça. Donc, peut-on parler de classico, Rafi? Richard, comme je disais, le match aller, on gagne 1-0. Donc on gagne ce match. On n'a rien volé à personne. Le trophée des champions, on ne va pas dire qu'on fait non plus un match catastrophique. Jacques, est-ce que vous pensez que même un match nul est possible dimanche, qu'on peut décrocher un résultat, un point à la maison? Bon, moi, il ne faut pas trop m'écouter parce que je suis un peu fou. Hein. Et c'est que moi, chaque fois qu'il y a Paris, dès qu'il arrive 5 jours avant, je te dis c'est impossible, 4 jours, 3 jours, et plus ça avance et plus j'y crois. Donc, c'est terrible. Hein. Puis quand le match va commencer, que je suis dans les tribunes en train de commenter, je pense qu'on peut gagner 2-0. Non, plaisanterie on ne va pas faire pile ou face, hein, Jacques. Plaisanterie mise à part, cette année, on a la chance, Richard, je ne sais pas si tu es de mon avis, mais on a quand même la chance d'avoir un Paris Saint-Germain un peu moins intouchable que les années précédentes. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont perdu contre Lorient, ils se font accrocher régulièrement. Donc, il y a aussi là-bas une ambiance qui est peut-être un peu moins détestable, mais il y a quand même des problèmes. Et après, j'ai envie de te dire, ce match-là, presque, il tombe au bon moment. Parce que après ce qui s'est passé, après ce cataclysme qui s'est passé, pourquoi pas faire un exploit? De toute façon, voilà. Richard, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque de prendre des risques ce soir-là? En plus, on va quand même récupérer, n'oublions pas,
Valentin Rongier, on espère, parce qu'il a un problème là au tendon d'Achille et c'est toujours ennuyeux. J'espère pouvoir, on va récupérer quand même Pape Gueye, qui au milieu nous apporte un certain équilibre défensif. Donc voilà, je pense que l'équipe, elle ressemblera un peu plus à quelque chose, parce que je ne vois pas Alvaro contre Paris Saint-Germain en poste de milieu. Là, il a dépanné, mais il était perdu, ce garçon, surtout quand tu es défenseur central. Où ton problème, il est défensif et il est surtout de gérer le hors-jeu. Là, lui, il était partout et nulle part. Bon, là, ça on va dire, presque marché, mais c'est pas pensable contre cette équipe-là. Il faut que chacun soit à son poste. Et je pense que je me dis, avec Milik, je vais te dire, pourquoi pas, tu peux en avoir une occasion, parce que c'est un mec, dès qu'il y a une occasion, il est capable de marquer. Mais Jacques, tu penses qu'au final, peut-être que les joueurs vont peut-être jouer sans pression, vont peut-être être plus libérés, parce qu'on a aussi. Alors normalement, il faut rappeler que Nasser Larguet et son staff vont être reconduits dimanche. Donc, est-ce que peut-être qu'au final, tout le monde va être un peu avoir une pression en moins, et peut-être ça va les aider sur le terrain. Mais exactement. Cet événement, il faut le dédramatiser. Au contraire de mettre la pression, il faut le dédramatiser. Les gars, on a eu la guerre à la commanderie. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Donc aujourd'hui, on va dédramatiser. On a la chance, au moins ça, de ne pas avoir les supporters qui risquent de nous sauter à la figure au stade Vélodrome. Il faut qu'on se fasse plaisir. Le football, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, il y a 3 choses essentielles dans le football. Le plaisir. C'est tout. C'est-à-dire que si tu ne te fais pas plaisir, si tu ne tentes pas des choses, si tu n'as pas une certaine joie, évidemment qu'il faut quand même de la rigueur, mais il ne faut pas que ça se confonde avec de la terreur. Ça, c'est 2 choses bien différentes. Et là, aujourd'hui, les joueurs, ils sont dans la terreur. Ils ont peur de mal faire. On voit Florian Thauvin qui a peur de prendre des initiatives. On connaît sa technique, mais il a peur. Donc, libérez-vous dans tous les cas de figure. Si vous perdez, ce n'est pas la fin du monde. Et si vous gagnez, eh ben, ça nous aidera à redorer le blason. Ok, super. Merci à toi, Jacques. Allez, on va passer aux joueurs en bref. On va commencer avec Alvaro. Avec toi, Raph. Alors, Alvaro positionné en milieu de terrain, c'était une première. Et en plus, il a donné 2 passes décisives quand même. Oui, alors c'était un match extrêmement particulier pour Alvaro, parce qu'au début, on a eu peur de le perdre sur blessure, parce qu'à un moment, quand il fait une tête, il prend mal le ballon, il le prend sur le sommet du crâne. Et là, il a eu quelques vertiges. On s'est dit, tiens, super, c'est vraiment la soirée des catastrophes. Et finalement, non, il fait 2 passes décisives, ce qui est quand même vachement bien. Et puis deux quand même un peu tiré par les cheveux, mais c'est 2 passes décisives. C'est 65% de passes réussies. Il fait 6 fautes. Il reçoit un carton jaune. Mais par contre, pour moi, cette dernière faute qu'il fait, pour moi, ça équivaut à un but. Parce que c'est sur une action à la 91e. Le joueur lensois part. Derrière, il y a un 3 contre 2 pour les 100 et or. Il fait cette faute très intelligente qui permet d'éviter le contre et donc du coup, par la même occasion, potentiellement d'éviter le 3-2. Donc il nous sauve un petit peu. Il n'a pas été mauvais en milieu de terrain. Il n'était pas habitué, il n'avait pas les bons réflexes. Mais pour dépanner, c'était pas mal, je trouve. Ok. On enchaîne avec toi, Richard. Tu vas nous parler de Thauvin. Alors, Thauvin qui a retrouvé le chemin des filets, qui a aussi raté malheureusement la balle du 3. Oui, je reviens sur ce que disait Jacques pour Thauvin, qui peut avoir des craintes en ce moment d'être jugé. Mais bon, Jacques, je m'adresse à toi maintenant. Mon problème avec Thauvin, c'est que ça fait 3 ans que j'attends qu'il me fasse basculer les matchs quand on en a besoin, que j'attends qu'il soit là dans les grandes occasions. Alors, je vais faire une comparaison qui vraiment peut-être est stupide, mais regardez Zidane quand il se retrouve en Coupe du Monde en 98, qu'il n'a pas marqué pendant tout le parcours, qu'il a donné des passes décisives, mais qu'il n'a pas marqué. Il arrive en finale, le mec, on voit son statut de grand joueur parmi les 10 meilleurs mondiaux et il te marque 2 buts. Voilà ce que j'attends d'un Thauvin. J'attends qu'on le voie grand, que justement sa technique se matérialise en victoire. On n'arrive pas à la victoire malgré que, j'avoue, je veux bien reconnaître que c'est un grand champion, qu'il a ses stats, mais c'est à lui à porter l'équipe. Il est là depuis 3 ans. Lui et Payet doivent porter l'équipe.
Il ne doit pas être comme un petit garçon qui a peur de tout. Et à côté de ça, jouer sa diva avec les transferts, pas les transferts au Milan AC. Tu dis que tu aimes l'OM, porte-nous l'équipe. J'ai besoin de toi. Alors, Jacques, on sait que tu veux réagir. Richard. Oui, parce que Richard, il est bien gentil, mais comparer Florian Thauvin à Zinedine Zidane, là, c'est pas possible. Hein. Là, je veux lui faire plaisir, c'est tout. Voilà, exactement, parce qu'ils n'ont pas du tout. Et si on avait la moitié, s'il avait les capacités à moitié de Zidane, on ne l'aurait pas, il serait au Real de Madrid ou au Barça, il ne serait pas chez nous. Malgré tout, ce joueur-là, c'est un mal-aimé chez nous. Il est quand même aujourd'hui à 7 buts ou 8 buts, je crois, et 7 passes décisives. C'est quand même pas mal. On est 9e. Voilà, il revient de blessure. Il a une blessure pendant 1 an. Et je trouve que c'est pas le joueur le plus à blâmer. Il a des défauts, bien entendu, mais je pense que c'est pas le joueur le plus à blâmer. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous de tous, notamment un joueur qui est parti, que j'ai bien connu, je l'ai eu 2 ans à Montpellier, c'est Morgan Sanson, qui est parti, mais qui a fait quand même, jusqu'à présent, c'était archi nul ce qu'il faisait. Merci. Ça me fait plaisir de l'entendre. Mais pourtant, Morgan, il a fait. Moi, je pensais qu'il allait pouvoir progresser plus que ça. Attention, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Hein. Je suis très proche de lui. Hein. C'est mon gâté. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il n'a pas progressé à l'OM. Il a fait des saisons en demi-teinte. Valentin Rongier aussi, il est aussi. Lui aussi, il n'est pas très en forme aussi. Donc, je pense qu'on est sévère avec Thauvin parce qu'il y a cette altercation avec Payet et quelque part, les supporters ils le font payer. Peut-être. Alors, on va continuer avec toi, Christopher. Tu vas nous parler de Bouba Kamara. Oui, Bouba Kamara fait, je trouve, un excellent match. Peut-être pour moi, d'ailleurs, un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison. J'ai adoré sa façon dont il ramassait absolument tous les ballons. Il a été vraiment, la première mi-temps a été extraordinaire de Bouba Kamara. Alors, c'est vrai qu'il a quand même, je t'ai quand même relativisé un peu ce que je viens de dire, parce qu'il a quand même bien levé le pied quand même en deuxième mi-temps. Mais il avait vraiment fait une première mi-temps, c'était pour moi une vraie masterclass. Il était tout le joueur qu'on espère qu'il devienne, en fait, hein, vu que ça reste encore un joueur en devenir, parce qu'il a quand même encore une grande marge de progression. Moi, j'adore le voir le balle au pied, il casse les lignes, j'adore le voir tacler, j'adore le voir faire toutes ces interceptions, ce sens du jeu, ce sens de l'anticipation qu'il a. Il a été vraiment, pour moi, vraiment extraordinaire dans cette première mi-temps. Et si, en fait, on domine, pour moi, assez largement cette première mi-temps, c'est en très grande partie grâce à lui. Ok, merci Christopher. Jacques, est-ce qu'il y a un joueur qui pour vous est sorti du lot hier, malgré tout? Je vais te dire, entre Kamara et Milik, j'hésite. Je rejoins notre ami quand il dit que Kamara a fait un très très bon match. En deuxième mi-temps, il a blessé un peu parce qu'il a été blessé. Et donc revenir, c'est compliqué aussi physiquement. Mais il a été important au milieu. On a dit qu'Alvaro a fait un bon match. Oui, ça a été moyen. Mais Kamara, ça a été pour moi très, très, très au-dessus. Voilà, lui et Milik, franchement, ils ont pour moi été au-dessus de tous. Messieurs, on a parlé du Classico qui aura lieu dimanche à 21h, OM-PSG. Le match qui est attendu toutes les saisons par tous les supporters. Donc, à vos pronostics chacun, le cœur ou la raison, qu'est-ce que vous choisissez pour dimanche? Allez, on commence avec toi, Raph. Je vais dire 1-1. 1-1. Richard? Allez, je tente quelque chose. Je dis 2-1 pour l'OM. 2-1. Christopher? 1-1 aussi. 1-1. Jacques? Moi, je vais dire 2-2. Allez, moi, je vais dire 1-1. 1-1. Allez, on passe au dossier de la semaine. On va un peu parler des finales européennes, donc se replonger un peu dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc, on va commencer avec toi, Raph. On va d'abord parler malheureusement des grosses défaites qu'on a pu avoir en finale de compétition européenne. Oui, donc il y en a eu 2. En 99 ou 99 pour nos amis suisses face à Parme. Et la deuxième face à l'Atlético, qui en plus était au Groupama Stadium. Et les deux, quand même, se ressemblent pas mal au niveau du contexte du jeu. Déjà, dans les deux cas, l'OM était donné perdant parce que Parme et l'Atlético sont bien, et Parme à cette époque-là, était bien sûr bien plus fort que l'OM. Mais l'OM dans les deux cas, commence très bien le match, met la pression, tout ça.
Et dans les deux cas, l'OM encaisse le premier but suite à une erreur. Face à Parme, c'est une boulette de Laurent Blanc qui permet une ouverture du score, alors que face à l'Atlético, c'est Mandanda qui relance mal un ballon dans l'axe et Zambo Anguissa rate son contrôle et ensuite face à face avec Griezmann. Et là, l'attaquant français ne se manque pas. Ensuite, dans les deux matchs, il y a cette volonté de l'OM de se dire c'est une finale, il faut jouer à fond. Donc les deux équipes jouent à fond, enfin surtout l'OM, mais du coup donne beaucoup en attaque, mais laisse beaucoup d'espace derrière. Et donc dans les deux cas, l'OM encaisse un deuxième et un troisième but. Donc les deux finales, quand l'OM perd, c'est souvent en tout cas dans ces cas-là, voilà, c'est des grosses défaites où on a fait illusion au début, puis après, le niveau était trop haut. Alors, tu nous as parlé de ces deux finales, mais est-ce que finalement, il y a beaucoup de différences entre ces deux finales ou pas? Déjà, Parme a beaucoup plus dominé le match que l'Atlético. L'Atlético, c'est déjà une équipe qui avec Simeone, pendant cette finale, était beaucoup plus sur la défensive parce que c'est le style de Simeone et jouait beaucoup plus les contres. Et ce qu'il y a, c'est qu'en 2018, il y a eu un enchaînement de de conséquences. Déjà, le match était à Lyon, donc une fois que ça a été perdu, ça nous a flingué la fin de saison. Mais il y a aussi, on se souvient tous de cette occasion de Valère Germain, qui est un petit peu excentré dans la surface et qui envoie le ballon au-dessus du Groupama Stadium. Et on se dit, avec ce but, ça aurait peut-être pu changer. Et ensuite, on se souvient de la sortie de Dimitri Payet en larmes, qui, je pense, a fait basculer le match. Et il y a aussi, ce qu'il n'y avait pas eu forcément contre Parme, c'est Mitroglou qui, vers la 80e, fait une tête qui termine sur le poteau. Et là, tous les Marseillais se sont dit s'il l'avait mis, ça aurait pu changer parce que l'Atlético commence à être en danger. Et c'est vraiment cette différence qu'il y a entre les deux finales, c'est que Parme a beaucoup plus dominé et a maîtrisé le sujet par rapport à l'Atlético. Oui, alors on a juste une intervention de Jacques. Oui, je me permets d'intervenir surtout sur Parme parce que j'étais à l'époque avec Roland à l'OM, donc je peux quand même parler de Parme. Bien sûr, Parme, bien sûr. Parme a gagné ce match, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a eu des vidéos, toute l'équipe a été des piqûres, ils ont été dopés au maximum. Je ne sais pas une excuse que je cherche, mais après il nous manquait quand même 4 voire 5 joueurs. Dans l'effectif, 5 titulaires indiscutables. On avait eu un préparateur physique qui nous a tué, qui s'appelait Eguer, qui est venu, qui nous a tué l'effectif complètement, que vous connaissez très bien. C'est un Suisse, hein, je m'excuse, mais il nous a massacrés. Donc, cette époque-là, je pense que si on avait eu l'équipe au complet et joué contre une équipe qui n'était pas dopée, peut-être qu'on aurait pu lutter. Là, c'était pas possible. C'était invraisemblable. Là, franchement, il y avait aucune chance. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse que je voulais dire, parce que l'époque avec Roland, on a oublié quand même finaliste de la Coupe d'Europe et on nous a quand même volé le championnat Bordeaux contre Paris Saint-Germain, parce qu'on est vice-champion de France. Mais là, c'est une honte de ce qui a été fait par Bernard Lama et son équipe. C'est l'année des vols. Exactement. Oui, alors pour conclure sur cette finale qu'on perd donc contre Parme, vous parliez qu'il y avait beaucoup d'absents. On se souvient qu'il y avait notamment Dugarry, Ravanelli. Beaucoup de joueurs avaient été suspendus aussi par rapport avec la demi-finale contre Bologne qui avait été assez chaude. Blondeau, qui était un joueur important latéral droit. Donc il y a eu beaucoup d'absents. Donc c'est vrai que ça avait été très compliqué. Mais en tout cas, bravo à vous de ce parcours européen à l'époque. Merci. On va continuer avec toi, Christopher. Tu voulais nous parler d'une certaine finale en 2004 qu'on a décidé de classer dans les injustices. Donc, je vais te donner la parole, Christopher, si tu voulais nous parler de cette finale en 2004. Ah ouais. J'ai envie aujourd'hui de vous parler d'un chauve. Mais attention, pas le chauve auquel vous attendez, pas le chauve marseillais. Non. Monsieur Colina. Ben oui, qui ici n'a pas détesté Colina ce soir-là? Nous a tués. La dramaturgie de cette finale s'écrit entre deux chauves. Colina, donc d'un côté, Barthez de l'autre. Le match débute et l'OM, grâce notamment à un Drogba des grands soirs, fait plus que jeu égal avec les joueurs de Valence. Mais quand à la 45e minute, juste avant la mi-temps, c'est le pire moment, je pense en plus ça devait arriver, sur un raté malheureux de David Bey, Barthez, sur une sortie hasardeuse, fait tomber Mista dans la surface.
Colina applique malheureusement la règle de la double peine, le rouge et le penalty. Alors c'est certes la règle, mais c'est une finale et ça doit se jouer jusqu'au bout. Comme dit encore aujourd'hui Barthez, elle a répété depuis lors un nombre incalculable de fois. Colina a ainsi condamné le sort de ce match sans que les Olympiens puissent vraiment faire quoi que ce soit pour inverser les choses. On se souvient des fautes innombrables sur Drogba non sifflé. Ce sentiment que quels que soient les efforts que feraient les Olympiens, le chauve aux yeux globuleux rendrait impuissants leurs efforts. On se souvient aussi de ce maillot échangé de ce même homme avec l'arrière gauche de Valence, l'Italien Carboni. On se souvient aussi de cette rumeur que Colina a été vu avec une écharpe de Valence. On se souvient d'un homme qui était considéré comme un intouchable, un dieu du football, et qui ce soir-là avait décidé d'un vainqueur. Très beau, très belle récitation, Christopher. Alors moi, je voulais ajouter quelque chose, si tu le permets, dans les injustices. Il y a pour moi la première finale européenne en 1991, en 91 pour nos amis suisses, qu'on perd contre l'Étoile Rouge de Belgrade, la finale à Bari, que je considère d'injustice parce qu'on la perd au tir au but tout simplement. Et c'est tellement cruel de perdre un match au tir au but pour les joueurs que c'est resté à jamais gravé quand même dans la mémoire des joueurs marseillais. Bernard Tapie avait dit après la finale, je sais maintenant comment gagner une finale de Coupe d'Europe, et il nous le prouvera 2 ans plus tard en gagnant la finale en 93 contre le Milan AC à Munich avec toi, Richard. Je sais que tu as encore plein de souvenirs à la tête, Voilà, oui, bien sûr. de cette soirée. Mais 91 aussi, et c'était d'autant plus frustrant que on avait la meilleure équipe qu'on ait jamais eue avec des Francescoli, des Waddle, Papin, etc. Enfin, c'était l'équipe terrible. Et ben voilà, on va arriver 2 ans après à 93 avec les dents jusqu'au parquet. Alors, des fois, j'entends des gens dire des Parisiens, ou je ne sais pas qui c'est, vous avez acheté la Coupe de 93, alors qu'on n'a pas arrêté de se faire voler pendant des années, y compris en championnat de France. Je vais vous dire pourquoi c'est impossible qu'on ait acheté la Coupe de 93. C'est que dans le couloir, avant de rentrer dans le stade, les Marseillais, qui avaient battu déjà 2 ans avant en quart de finale le Milan AC pour arriver en finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade, dans le couloir, il les regardait en leur disant avec les yeux, ne comptez pas gagner ce soir. Ce soir, vous ne gagnerez pas parce qu'on va vous cisailler. Les Milanais, ils sont rentrés sur le terrain, ils avaient peur. Ils avaient peur. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'ils ont mal joué. Il a fallu des parades de Barthez incroyables. Et vraiment, toute la première mi-temps, on se dit, c'est mort. Ils sont plus forts que nous, on va jamais gagner. Et là, le miracle arrive. Il y a Boli qui dit à Goethals, le sorcier belge, des frites une fois, il lui dit, je veux sortir. Il lui fait signe, je veux sortir, je suis blessé. En fait, il n'était pas blessé. Il avait tellement peur de perdre ce match comme 2 ans avant et d'avoir tellement de souffrance qu'il voulait sortir du terrain. Tapie, il parle au micro, et heureusement qu'il y avait ce micro et qu'il avait la possibilité de parler au sorcier belge Goethals, qui est une légende aujourd'hui à Marseille. Il lui dit non, Boli, tu ne le fais pas sortir. Alors que Goethals, il était presque au point de le faire sortir. Et le sorcier belge, il dit à Boli, il lui montre non, tu ne sors pas, mon ami. Et donc, il ne sort pas. On a sur une action et on a un corner. Le corner, il n'y est pas normalement. L'arbitre siffle le corner, il tire le corner et Boli marque de la tête. Et là, c'est l'explosion totale. Alors, je ne peux pas vous dire à quel point c'était vraiment terrible. Jacques, bien sûr, il l'a vécu évidemment également. Alors Jacques, justement, j'ai envie de t'entendre un petit peu. Donc déjà, on va rappeler parce qu'on a la chance de t'avoir, et toi, tu as vécu une épopée européenne, comme tu nous disais tout à l'heure. Donc, rappelons quand même le parcours de l'OM, que vous avez quand même sorti le Celta Vigo, Bologne, le Werder, le club tchèque de Olomouc, je crois. Et il y avait eu l'AS Monaco pour une confrontation franco-française en Coupe européenne, ce qui est assez rare. Malheureusement, comme on a dit, on a perdu cette finale contre Parme.
mais c'est quand même un parcours exceptionnel. Et je suis sûr que tu as encore beaucoup de souvenirs de ce parcours et qu'il y a énormément d'émotions encore en toi. Oui, je peux te dire parce que d'en parler, ça me donne encore aujourd'hui le frisson parce que c'est, tu sais, ce qu'on a vécu, c'est que du bonheur. Et avoir aujourd'hui la possibilité d'appeler Roby Pires et quand tu décroches et qui te dit oui, mon Jaco, appeler Patrick Blondeau, que je vois régulièrement, qui est mon ami, appeler Stéphane Porato, le gardien, tous les joueurs qui te voient et qui t'embrassent, Daniel Bravo, Ravanelli, c'était des joueurs, c'est Laurent Blanc. Du gars, c'était des joueurs qui ont été champions du monde et ils te voient, ils t'embrassent. Maintenant, c'est les joueurs maintenant, excuse-moi, mais moi quand je vois les joueurs de l'Olympique de Marseille, que ce soit Camara, Lopez, excusez-moi de ne pas trembler, j'ai eu la chance de côtoyer de très très grands joueurs et surtout des tempéraments d'hommes. Parce qu'il ne faut pas oublier l'équipe qu'avait montée Roland Courbis. Qu'il y a Florian Maurice, Ravanelli, Dugarry champion du monde, Laurent Blanc champion du monde, Patrick Blondeau, il y avait une équipe exceptionnelle qui était faite à l'Olympique de Marseille et il a laissé en plus la possibilité de revendre ses joueurs, donc un potentiel énorme. Donc vraiment, je ne te cache pas que c'est toujours avec une grande émotion que je parle de cette période-là, effectivement. Ok, merci à toi, Jacques, pour ce beau témoignage. On va terminer avec la dernière partie de cette émission. C'est les questions pour toi, pour notre invité que tu es ce soir. Donc, on va commencer avec une question d'abord de Jean, membre de l'OM Nation Genève. Donc, pour resituer sa question, avant de te la poser, je vais un peu resituer le contexte. Je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a Roland Courbis, ton grand ami, qui déclare qu'il est prêt à faire les pompiers de service pour dépanner l'OM, s'il le faut. On sait que tu as toujours été très lié à lui. Alors, Jean, il en arrive à la conclusion très simple qui est la suivante, qui nous demande est-ce qu'un duo Roland Courbis-Jacques Bayle est possible pour la fin de saison? Le duo, c'est sûr. Bon, Roland, c'est mon ami. Hein. J'ai 56 ans et je le connais depuis 50 ans. Donc, évidemment que s'il vient là, je suis avec lui. Je pense, à mon avis, que c'est l'homme de la situation pour les 4 mois parce qu'il faut quelqu'un comme ça, que ce soit un Courbis ou quelqu'un qui lui ressemble pour vraiment remettre les choses en place, pour finir cette saison correctement. Et après, ça laissera le temps au président de choisir d'autres personnes. Alors, on va enchaîner avec une question de Flo, donc il y a un autre chroniqueur du Web Talking Geneva qui n'a pas pu être là malheureusement ce soir. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste savoir quel a été le meilleur joueur que Jacques Bayle a côtoyé en tant qu'adjoint de Roland Courbis. Ousmane Dembélé. D'accord. Merci. Allez, on va continuer avec les questions des chroniqueurs et on commence avec toi, Raph, s'il te plaît. Oui, alors moi j'ai une question. Donc c'est tombé aujourd'hui. Les droits télé sont récupérés par Canal+ jusqu'à la fin de la saison pour la Ligue 1 et la Ligue 2, ce qui porte un total de 681 millions d'euros au lieu de 1,1 milliard. Est-ce que tu penses que ça peut un peu sauver les finances des clubs français et surtout celles de l'OM? Oui, ça risque de sauver certains clubs parce qu'on parle de l'OM qui est en danger, mais ce n'est pas le seul club en danger. Hein. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de clubs en danger, notamment en Italie. La Juventus, ils ont annoncé un déficit de 700 millions d'euros, Barcelone 1 milliard. Donc le football en général, le football mondial est en danger. Je pense que ça va pouvoir quand même donner une bouffée d'oxygène à ce football-là parce qu'il y avait beaucoup de présidents qui étaient très inquiets. On sait par exemple à Montpellier qu'il y a eu une réunion où la direction a demandé à ce qu'il y ait des signatures, des avenants au contrat pour baisser les salaires parce que plus personne ne s'en sort. Et quand tu prévois en début d'année, tu as un cahier des charges, tu planifies tes rentrées, tes sorties. Évidemment que tu planifies les droits télé, mais tu planifies aussi les supporters.
tu n'as pas eu de supporters et tu n'as pas eu aussi de tout ce qui est les paiements des loges, les buvettes, il n'y a rien eu de tout ça. Donc, c'est un manque à gagner énorme. Et évidemment, tout le monde est en danger. Donc, je pense que ça va faire respirer un peu de clubs. Oui. Ok, merci. Allez, Richard, on enchaîne avec toi. J'avais plusieurs questions, mais on ne va pas s'emballer. Rafi, je sais que tu es pris par le temps. Donc, je vais simplement demander à Jacques qu'est-ce qu'il pense, tout en lui disant que moi, je trouve que c'est une très, très belle erreur du départ de Radonjic qui nous a amené de la profondeur. Radonjic, je ne pense pas que AVB est parti parce que Radonjic est parti. Parce que Radonjic, je vais vous dire un truc, et ça c'est... On ne peut pas dire que ça reste entre nous parce que ça ne restera pas entre nous, mais c'était un joueur insupportable. C'était un joueur qui s'en foutait de tout complètement. Ouais. Il était pas sérieux, il était impliqué dans rien. Il parlait pas français, mais il s'en foutait. C'est pas un mec qui avait envie de se fondre dans le groupe. C'était un homme à part. Et tout simplement, tu sais, il y a le meilleur 11 et les 11 meilleurs. D'accord ? Et moi, je pars d'un principe, c'est que pour moi, ce que je préfère, c'est le meilleur 11, c'est-à-dire 11 copains, 11 solidaires. Ah oui, c'est ce que je dis, oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Allez, on va continuer avec toi, Christopher. Tu vas poser ta question à Jacques, s'il te plaît. Oui, alors moi, c'est une question hop suisse. Parce qu'après tout, voilà, on est sur un talk suisse. Et bien sûr, alors, justement, on en parlait tout à l'heure hors antenne. On a la chance d'avoir quelqu'un qui a quand même travaillé à Sion. Et je voulais savoir, alors nous, parce qu'il faut savoir, à Sion, nous avons nous aussi notre Bernard Tapie avec Christian Constantin, qui est considéré vraiment, mais vraiment c'est comme ça. Si vous lisez la presse suisse, il est vraiment considéré comme le Bernard Tapie suisse. Et je voulais savoir en fait, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience à Sion, voilà. La comparaison, elle est bonne parce que Constantin, c'est quand même un monsieur qui est comme Bernard Tapie et qui aime bien commander. Et il a quand même, à mon avis, trop d'influence sur l'équipe. Et les entraîneurs, c'est un bouffeur d'entraîneur parce qu'il a une grosse personnalité. Et quand tu prends un entraîneur, c'est pour lui confier l'équipe. Si tu veux en plus diriger l'équipe, c'est trop difficile. J'avais fait venir, j'ai mon ami qui est resté chez vous en Suisse, qui s'appelle Amar Boubila, qui était le préparateur physique à Sion, qui maintenant est dans un club de 3e division, qui était avec nous au Niger, et qui est pour moi, à l'époque, en 2021, c'est du très, très, très haut niveau. C'est un monsieur qui est capable de faire de la vidéo, une préparation physique hors norme. Pour moi, ça, c'est un entraîneur de grande classe. Donc, retenez bien son nom, Amar Boumila. Vous avez la chance de l'avoir en Suisse. Si ce garçon, on lui donnait la possibilité d'avoir une équipe, je peux vous dire que j'en ai connu des entraîneurs, mais Amar, c'est du lourd. D'accord, ouais, chouette. Ok, merci Jacques. Alors, moi, je vais finir, si vous me permettez. Alors, pas par une question, mais j'aimerais plus avoir une anecdote et un témoignage. Alors, je vais juste te rappeler qu'on a eu la chance d'avoir 2 de tes anciens joueurs dans notre émission, qui ont été Stéphane Porato et Pierre Issa, donc qui nous ont un peu aussi, eux, parlé de l'aventure européenne. L'équipe du Centenaire, quand tu y étais avec Roland, moi, elle a bercé mon enfance. Donc, ça a été une des premières équipes que j'ai supportées. Donc, j'ai encore ces souvenirs plein la tête de cette épopée. Et je voulais tout simplement, si tu pouvais nous sortir une petite anecdote qu'il y a eu cette année-là, ou avec Roland, ou avec un des joueurs, quelque chose que peut-être qu'on ne sait pas, que tu pourrais nous dire en exclusivité pour nous. Une petite anecdote, c'est tout le monde se rappelle du 5-4 de Montpellier. Ça, c'est un match qui restera dans les mémoires. Et je peux vous dire, je ne vais pas trahir le secret, je peux pas, mais c'était bien qu'il n'y avait pas les caméras dans le couloir. Voilà, c'était utile. Ça, il y a eu quand alors, on parle le discours de Roland à la mi-temps a été fantastique. Exceptionnel. Fantastique. Mais derrière, il y a aussi des joueurs impliqués, notamment Patrick Blondeau, qui a donné de l'influence à ce qu'avait dit Roland et qui a été derrière remotiver tous les joueurs les uns après les autres. Et il y a eu peut-être quelques petits regards chez les adversaires qui ont été bénéfiques. Mais ce match-là,
tu sais, à la fin de ce match-là, tu es dans un autre monde parce Ouais, que tu crois rêver. C'est incroyable ce qui s'est passé. Incroyable. Ouais, on se souvient de Dugarry qui met 2 buts, de la rage, je me rappelle même d'Éric Roy sur le terrain qui était Mais tu sais phénoménal. pas. Et bien sûr de Laurent Blanc qui met ce pénalty qui doit retirer une deuxième fois. C'était exceptionnel. Mais c'est terrible parce que je regarde ces images-là. Des fois, je les regarde, je me dis, mon Dieu, il ne va pas le manquer. Mais tu te rends compte de comme il faut être fou parce que c'est terrible. Il y a eu tellement des trucs qui se sont passés ce jour-là que tu es tellement en haleine. Et quand tu vois Laurent Blanc poser le ballon et qui marque, presque je saute de joie encore. Non, j'exagère, mais pour te dire ce que ça a vécu, ce qu'on a vécu et ce qu'on a dans le ventre. Tout ça dans un stade Vélodrome en folie. Ouf, mon Dieu. Eh oui, super souvenir. En tout cas, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Jacques, c'était un plaisir vraiment de t'avoir. J'espère qu'on aura la chance que tu puisses revenir une nouvelle fois, en tout cas. Bien volontiers. C'est super. Ça m'a fait passer un bon moment. C'est vrai que je n'ai pas vu passer l'heure. Je vous remercie. Vous êtes tous très sympas. Merci. Très compétents. Vraiment, c'était vraiment un très, très bon moment. Franchement. Alors, merci. Parfait. Merci beaucoup, Jacques. Merci pour les compliments. On espère te revoir bientôt parmi nous. Merci à toute l'équipe du Talk et merci à vous de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye.